Bonjour et bienvenue à cette première classe de maître de la saison 2025-2026. J'espère que vous avez passé un bel été et que vous êtes prêts à entamer l'automne. Mon nom est Audrey Bonin, je suis directrice développement des affaires innovation chez Investissement Québec. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un peu plus large que d'habitude, l'innovation sous toutes ses formes dans une entreprise. Et pour nous en parler, on est avec Marie-Noëlle Grenier, présidente chez Équipement récréatif Jean-Bette. Bonjour Marie-Noëlle. Bonjour Audrey. Également, pour enrichir les discussions, on va avoir la chance d'avoir mon collègue Sébastien Beaulieu, directeur performance amélioration de produits chez Investissement Québec. Allô Sébastien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, l'objectif des classes de maître, c'est de vous informer sur des sujets qui vous intéressent. Donc, on vous encourage à participer le plus possible à ces événements grâce aux différentes plateformes qu'on met à votre disposition. Vous allez avoir à droite de votre écran une plateforme où vous allez pouvoir poser des questions en tout temps. Remarquez qu'il y a un onglet qui s'appelle « Poser une question ». On vous encourage dès maintenant à poser vos questions pour Marie-Noëlle ou Sébastien. Donc, l'ensemble des intervenants pourront réagir à vos questions à la suite de l'événement. L'événement est divisé en deux parties, comme à l'habitude, où on aura un échange avec nos invités que vous apprendrez à connaître, puis par la suite, vos questions pourront être répondues. Dans les prochaines minutes également, nous allons utiliser l'application Slido. Toujours à droite de votre écran, vous allez trouver un onglet Slido. Je vous invite d'ailleurs à vous y rendre dès maintenant, de sorte que vous allez pouvoir interagir rapidement avec nous lorsque nous lancerons les premières questions. Finalement, à la fin de l'événement, vous allez recevoir un sondage par courriel où vous allez pouvoir nous faire part de vos commentaires et peut-être même des sujets qui vous intéresseraient pour les prochaines classes de maître. Donc, n'hésitez pas à y positionner vos souhaits pour les prochaines. Donc, dès maintenant, allons-y avec peut-être une première question pour se réchauffer. Donc, vous allez voir à votre écran la première question s'afficher. Quel est votre carburant préféré pour démarrer votre journée? Donc, les réponses commencent déjà à rentrer. On voit que le café est un carburant de choix. Je pense qu'on en a tous pris d'ailleurs ce matin. Excellent. Trêve de plaisanterie. Passons aux choses sérieuses. Deuxième question. Dans quel horizon de temps votre entreprise envisage-t-elle de mettre en œuvre un projet visant à augmenter la productivité? Dans plus de 2 ans, d'ici 1 an. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il n'est pas possible de vous identifier avec vos réponses, donc soyez vraiment pas gênés, là, participez en grand nombre. D'ici 1 an, on a quand même une forte majorité qui, d'ici 1 an, vont se lancer dans des projets. Et on a un certain nombre pour qui aucun projet de ce type n'est prévu actuellement. Écoutez, petit disclaimer ici, Investissement Québec n'est pas responsable de toute l'impression que vous allez recevoir de cette classe de maître. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous allez changer d'idée suivant l'événement d'aujourd'hui. Marie-Noëlle a beaucoup de projets inspirants à nous raconter. Excellent. Donc, je pense qu'on a quand même le 2/3 de nos gens qui sont prêts à se lancer dans un projet d'ici 1 an. Et quels objectifs allez-vous atteindre avec ces projets-là? Prochaine question. Donc, dans quel gain votre entreprise souhaite-t-elle ou souhaiterait-elle obtenir grâce à un projet d'augmentation de la productivité? Donc, je vous invite à y répondre. Oh, on est plus timide sur celle-là. Augmenter ma capacité, cadence de production. En général, oui, souvent, on veut aller chercher des gains sur le volume qu'on va être capable d'aller chercher. Forte majorité ici encore. Réduire le coût de production. Sébastien, sans vendre le punch, je pense que tu as des solutions qui permettent de réduire... On va le sujet tantôt, effectivement. Ça va être pertinent. La main-d'œuvre. La main-d'œuvre, oui, bon point. Bon ressort. point, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Dire qu'il y a peut-être une dizaine d'années, ça n'aurait jamais été un contexte excellent. Je pense que la cadence de production reste quand même une forte majorité. Hein? Excellent. Merci à tous pour votre participation à ce Slido, très apprécié. On va maintenant enchaîner avec le vif du sujet. Marie-Noëlle, depuis 40 ans, Jean-Bette fait partie de notre environnement au Québec, mais je dirais de façon incognito. Ça fait quoi, Équipement récréatif Jean-Bette?
Oui, peut-être un incognito pour monsieur tout le monde, mais au niveau de l'institutionnel, les villes, les garderies, les écoles qui sont notre clientèle nous connaissent quand même assez bien. Dans le fond, Jean Bett, on est un designer puis un fabricant de jeux qu'on va retrouver dans nos parcs. Donc, on a du mobilier, on a des jeux, on a aussi des équipements sportifs pour les plus vieux. Donc, une panoplie quand même de produits pour le parc. Jean Bett, oui, on existe depuis 43 ans. On est présentement partout au Canada et un petit peu aux États-Unis. On a une centaine d'employés qui travaillent pour nous. Et puis, nous sommes à Lévis, donc une entreprise québécoise. Fièrement québécoise. Ouais. Et Jean Bett travaille beaucoup dans l'innovation. Comment ça se décline, l'innovation chez Jean Bett? Bien, pour nous, premièrement, l'innovation, on le voit vraiment au sens large. Donc oui, souvent, les gens, quand vont parler d'innovation, vont beaucoup penser aux produits. Oui, je pense qu'on a des beaux produits innovateurs, designers, qui a du design. Mais au-delà de ça, pour nous, l'innovation, c'est la créativité dans l'ensemble de l'entreprise. Donc, oui, au niveau de la gestion, au niveau des tendances, on essaie vraiment d'avoir des réflexions plus larges au niveau de la créativité puis l'innovation. Exemple, notre modèle d'affaires au niveau de l'organisation de l'entreprise, bien, on a un modèle d'affaires avec pas trop d'employés au niveau de la hiérarchie, donc vraiment quelque chose d'aplani. On rend les gens le plus autonomes possible, ce qui va permettre vraiment d'avoir une organisation. Quand les gens viennent chez nous, ils ne voient pas nécessairement ça comme à d'autres endroits. Donc oui, on a un modèle un petit peu spécifique. Puis aussi, naturellement, au niveau de tout ce qui est l'innovation, notre processus de produits, on va venir vraiment chercher les tendances en avant qui arrivent. On va faire des... comme là, excusez-moi. Une petite gorge d'eau, une petite gorge d'eau. On va venir vraiment... on a fait une étude sur le parc du futur qui nous a permis d'aller chercher des points spécifiques qu'on ne savait pas. Donc, je peux vous donner un exemple qu'on a eu. Dans le fond, on a analysé que le besoin de l'adolescente fille était oublié dans le parc. Okay. Donc, de cette analyse-là qu'on a faite avec des experts, on a sorti un nouveau produit. Donc, la créativité, pour nous, oui, c'est le produit, mais c'est aussi la façon de gérer l'entreprise et donc, dans les solutions. Innovation de gestion, innovation de produit. On va revenir un petit peu plus tard sur l'innovation de produit. J'aimerais ça qu'on passe un petit peu de temps sur l'innovation de gestion parce que c'est quand même assez particulier. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ben oui, dans le fond, chez Jean Bett, depuis toujours, là, je pourrais donner un exemple que dans les débuts des années 2000, quand j'étais arrivée, j'avais décidé de faire un organigramme inversé. Donc, on voyait le PDG qui était en bas et les travailleurs qui étaient en haut pour dire vraiment que les prises de décision, il fallait qu'ils viennent des travailleurs pour améliorer les processus. Donc, on est beaucoup en amélioration continue. Quelques années plus tard, j'ai fait un organigramme en 2005 environ, avec des cercles, des bulles. Puis depuis ce temps-là, dans le fond, notre organigramme, nous, on appelle ça un collabogramme. Donc, on voit qui collabore ensemble. Puis l'objectif, c'est de donner l'autonomie aux gens de prendre des décisions dans leur sphère d'activité pour améliorer leur processus. Donc, j'ai l'impression, à t'entendre, Marie-Noëlle, que pour avoir du succès dans ce modèle de gestion-là, l'autonomisation, si je peux me permettre le mot, de nos gens, c'est la clé, c'est ça? Bien oui, puis c'est un modèle aussi qu'il faut la confiance. Je dirais qu'il faut faire confiance à nos gens. Ils connaissent leur métier, ils connaissent leur travail. Donc, s'ils ont des idées, il faut être capable d'aller les chercher. C'est sûr que il faut les classer, il faut les prioriser. À travers tout ça, on a un plan stratégique. Donc, oui, c'est remonté à l'équipe stratège qui va venir planifier à ce moment-là à l'aide d'un plan stratégique annuel, puis qu'on maintient durant l'année, qu'on ajuste selon les besoins de nos employés. Je me permets de passer à l'innovation de produits. Oui. Vous avez eu une grosse transition. Vous avez passé du poteau carré au poteau rond. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça semble un peu drôle, de dire que c'est une grosse transition. Un poteau, ça reste un poteau. Mais dans le fond, c'est que si on prend un poteau carré, il y a 4 faces de chaque côté. Donc, chaque produit, équipement qui vient s'accrocher avec, c'est droit. Tandis qu'un poteau rond, ça ne fonctionne plus. Donc, il faut vraiment venir
on a dû travailler l'ensemble de plus de 400 produits en dedans de faire la transition en dedans de 2 ans. On a vraiment refait nos 400 produits. Oui, on en a profité pour que le design soit plus beau, mais en même temps, on en a profité aussi. On était dans la période où que la parité du dollar américain était présente. Donc, on avait une forte tendance à avoir des produits arriver plus en compétition. Donc, il fallait vraiment revoir le coût de notre produit. Ça nous a permis en même temps, oui, de faire avancer le produit, mais aussi en même temps de diminuer énormément les coûts parce qu'un grillage de sécurité qui existait avant, on le refait. Il y avait exactement la même fonction, mais beaucoup moins, exemple, d'acier à l'intérieur du grillage de sécurité. J'entends que vous avez eu beaucoup de gains de passer du poteau carré au poteau rond, mais j'entends aussi que ça n'a pas été si facile que ça. Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette transition-là? Qu'est-ce qui nous a amené là? Bien, on était certains à un moment donné de gagner un appel d'offres. On était tellement certains que là, c'était un bon coup pour nous. J'avais acheté des bouteilles de champagne. Oh! On était prêts à fêter. Et quand la journée est arrivée, dans le fond, puis qu'on a vu les résultats, on n'a pas réussi à gagner la vente. Donc, on a fait, OK, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, est-ce que notre design est vraiment au goût du jour? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? En même temps, comme je disais, on devait retravailler le coût aussi du produit. Donc, c'est à partir de là que vous avez... Oui, que c'est ce petit coup-là qui nous a... Aujourd'hui, je suis contente de l'avoir perdu. Ça nous a permis justement d'évoluer et de passer à une autre phase chez Jambette. Sébastien, c'est quelque chose qu'on voit souvent chez les entreprises, de venir faire un gros changement de produit suivant une réaction forte du marché comme ça? Oui, bien effectivement, Audrey, les requis clients et les requis généraux du marché, en fait, là, c'est une des principales raisons qui va amener les entreprises à modifier leurs produits. C'est une super bonne façon aussi de rehausser l'intérêt du produit là, sur le marché. C'est ce qu'on appelle le fameux Voice of Customer. Et puis, des fois, ça va venir de signaux qui sont très, très directs, par exemple de requis clients qui vont être un petit peu difficiles à anticiper. Parfois, il y a des éléments qui sont plus faciles à anticiper qui vont nous permettre d'être proactifs. Par exemple, j'ai des clients dernièrement qui sont venus nous voir, qui cherchaient ils ont vu venir en fait une nouvelle réglementation en Europe, un marché qui les intéresse, puis ils vont vouloir adapter leurs produits pour répondre à ces besoins de nouvelles réglementations-là lorsque ça va arriver. Excellent. Je tiens à rappeler qu'Investissement Québec a des équipes à l'international pour vous supporter dans vos défis d'internationalisation, d'exportation. Donc, ça peut être une belle façon là, de pouvoir anticiper ce genre d'éléments-là. N'hésitez pas à communiquer avec votre représentant d'Investissement Québec. On parle de modifier, Sébastien, des produits. Marie-Noëlle l'a abordé, c'est pas toujours facile. C'est quoi les conséquences que ça peut avoir de modifier notre produit? Bien, modifier un produit, en fait, il y a des conséquences qui sont au niveau dans l'attractivité du produit, en fait. Là. Donc, le produit, il va se démarquer sur le marché, on va pouvoir être plus compétitif. Il y a des conséquences aussi qui vont être à l'interne, évidemment. Il va y avoir des impacts au niveau là, des opérations. On va pouvoir changer certains éléments au niveau de nos opérations. Donc, il y a un paquet de facteurs qu'il va falloir balancer pour se poser des questions là, pour prendre les bons choix à ce niveau-là. Je reviens un peu à la certification. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la certification ou la les réglementations? Oui, effectivement, la certification de produits. Quand on va faire des modifications, bien, ça va nous demander de revoir les certifications de produits dans certains cas. On va devoir peut-être faire certaines validations, refaire certains essais pour valider notre nouvelle version de produit, effectivement. Je vois Marie-Noëlle qui hoche la tête à tout ce que tu dis. Il y a quand même beaucoup de conséquences à modifier un produit. Marie-Noëlle, est-ce que vous avez pu au moins exploiter d'autres opportunités avec ces modifications-là? Est-ce que ça vous amène à exploiter un nouveau marché, disons? Bien, exactement. Dans le fond, une fois que la transition a été faite, on a réalisé que notre produit était vraiment au goût de la clientèle, un prix aussi moindre pour la fabrication. Donc, ça nous permettait de sortir du Québec. Donc, ça nous a permis de dire, hey, on peut-tu croire, on peut-tu rêver à s'en venir de vendre au Canada? Et comme de fait, on a commencé avec notre nouveau produit à exploiter le Canada. Puis aujourd'hui, on est partout dans le Canada, puis on continue aux États-Unis. Donc, c'est grâce vraiment à cette transition-là que, oui, on a eu des opportunités devant nous autres de voir de nouveaux marchés.
Ça vous a presque amené à un Jambette 2.0. Exactement. Tu as abordé un petit peu là, la question tantôt avec le nouveau produit que vous avez fait pour les adolescentes dans les parcs. Ça m'amène à poser la question, comment on fait pour rester à l'affût de ces tendances-là, les signaux faibles qu'on va appeler? Comment on fait pour être toujours pertinent dans notre marché? Pour Jambette, c'est très important d'être toujours... Regarder les tendances. Qu'est-ce qui s'en vient? Donc, on parlait, dans le fond, qu'on a fait une étude. Il y a quelques années, mon associé a décidé qu'il faisait venir plusieurs spécialistes dans le domaine, mais aussi plus large. Donc, les personnes âgées, l'IA, qu'est-ce qui s'en vient? Puis, on a fait vraiment venir, pendant 2 jours de temps, des conférenciers qui sont venus parler à nos employés pour leur dire, regardez qu'est-ce qui s'en vient, restez à l'affût. C'est important pour nous de rester à l'affût. Au niveau des tendances, justement, ça permet d'évoluer, ça permet de voir ce qui s'en vient, peut-être avant la compétition, la concurrence. Donc, j'entends un groupe de travail, j'entends parler aux usagers, parler à l'utilisateur du produit. J'entends beaucoup séance d'idéation. Est-ce que ça se peut brainstorm en anglais? Chez Jambette, on a beaucoup d'équipes multidisciplinaires qui vont travailler ensemble, justement, pour venir... oui, on peut avoir une idée, mais ça prend un designer, mais est-ce que le produit qu'on va faire, il va passer comme il faut dans l'usine? Donc, si, bien beau avoir une idée de génie au niveau de design, au niveau nouveau produit, mais s'il ne se fabrique pas, ou encore s'il ne passe pas bien dans l'usine, c'est certain que là, il y a des gens qui vont dire « Hey, ça ne marche pas, là, votre produit, on ne veut pas le fabriquer, il ne nous intéresse pas parce qu'il n'est pas rentable dans le fond. » Fait que oui, il peut avoir la rentabilité sur papier, mais aussi la rentabilité quand ça passe dans l'usine technique. Là. Donc, il y a plusieurs équipes multidisciplinaires. Puis, dans les processus aussi, là, les gens, pour l'amélioration continue, là, ça se parle énormément. Là. J'entends, Sébastien, que des fois, on peut avoir de la difficulté à faire passer nos idées du stade papier au stade produit. Est-ce que l'industrialisation des produits peut être une raison, disons, de vouloir améliorer nos produits ou le modifier? Oui, tout à fait. Écoute, on peut avoir différentes raisons pour améliorer les produits. On parle d'ajouter des nouvelles fonctionnalités, répondre à des nouveaux besoins clients. Mais parfois, on va avoir un produit, un prototype qu'on a démontré que ça fonctionnait. Maintenant, on veut pouvoir en fabriquer plusieurs copies, pouvoir en vendre puis répondre à la demande client aussi. Bien, il faut penser à comment mon produit doit être fait, doit être conçu pour permettre justement la fabrication à plus haut volume. Donc, on parle d'industrialisation de produits dans ce cas-là. Et puis, bien évidemment, c'est un élément qui est important à prendre en considération le plus tôt possible aussi pour éviter d'avoir à faire des marches arrière, des révisions de produits pour accommoder ce besoin d'industrialisation-là, justement. Puis, Sébastien, je reste avec toi. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va aller vers soit une amélioration de produit, donc un produit existant qu'on a et qu'on veut modifier, ou peut-être même concevoir un nouveau produit complètement? C'est super intéressant, en fait, l'exemple de Marie-Noël tantôt par rapport là, aux nouveaux produits, justement, pour s'adapter aux besoins des jeunes filles dans les parcs. Dans ce cas-ci, c'est un nouveau produit qui a été développé. Et puis, au final, le besoin client doit rester au centre de notre processus d'amélioration de produit. Puis le compromis par rapport aux besoins clients, c'est rarement avantageux de le faire. Donc, quand on souhaite s'adresser à différentes clientèles, à différents marchés, qui peuvent avoir des besoins qui sont les mêmes, parfois des besoins qui sont un peu différents, même parfois contradictoires, bien, il faut pouvoir se poser la question, là, est-ce que je devrais modifier mon produit pour avoir le même produit, en fait, pour répondre à ces différentes clientèles-là au mieux possible, ou en faire différentes déclinaisons qui vont me permettre de répondre exactement aux besoins de chacune de ces clientèles-là. Évidemment, ces choix-là, cette question-là, ça a des impacts sur d'autres éléments, dont les opérations de l'entreprise, mais ça vaut clairement la peine de se le poser. C'est peut-être une question, d'ailleurs, à réfléchir en comité stratégique. Exact. Est-ce qu'on veut être bon dans tout, excellent dans rien, ou un produit exceptionnel partout? Exactement. À part les nouveaux produits, Marie-Noël, comment on fait pour identifier des opportunités d'amélioration chez vous? Bien, comme je vous dis, notre modèle permet vraiment la prise d'autonomie au niveau des équipes. Puis, depuis toujours, peut-être pas depuis toujours, là, mais dans le fond, depuis plusieurs années, on forme vraiment nos gens à l'amélioration continue, à dire c'est quoi qui peut améliorer ton
ton efficacité au travail. Donc, vraiment de regarder à pousser aux employés de dire prends des décisions pour t'améliorer. Attends pas que quelqu'un vienne te dire ouais, tu pourrais peut-être changer tel processus. Donc, cette philosophie-là d'autonomie, de faire réfléchir l'employé sur son quotidien, va permettre vraiment aux gens d'améliorer vraiment le processus dans son quotidien. Donc, on a vraiment deux choses chez Jean-Beth. On a l'amélioration du processus qui vient beaucoup avec l'autonomisation, comme on a parlé là, avec l'innovation de gestion. Oui. Puis, on a aussi l'amélioration de produits. Je pense que tu as un exemple qui est quand même assez concret sur l'amélioration de processus où on avait changé un petit peu là, le layout, l'aménagement, pardon, de l'usine. Une petite anecdote, dans le fond. Il y a quelques années, je passe dans l'usine. J'étais directrice de production à ce moment-là. Puis je passe dans l'usine, puis là, je vois une équipe qui sont en train de changer leur établi. Ils sont en train de bouger beaucoup de choses. C'est que là, je fais « Ah! » Je les regarde. Je dis « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? » « Ah, mais ça ne marchait pas. On ne trouvait pas que la configuration était optimum. Fait qu'on est en train de changer ça. » Fait que j'ai dit « OK. » J'ai dit j'ai dit, avez-vous informé? Non, non, il dit là, on avait du temps libre parce qu'on est en chaîne de production, on avait un peu plus de temps, puis on trouvait qu'on n'était pas efficace, fait qu'on se prépare pour quand on va être un peu plus occupé pour être plus efficace. Fait que là, j'ai fait, wow, OK, on a vraiment, tu sais, ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas dit, je vais demander la permission, je vais faire quelque chose. Ils ont vu une opportunité, puis ils l'ont pris en main. Puis c'était à eux, là, tu sais, j'étais pas là pour dire non ou oui, puis... après ça, ils l'ont peut-être rechangé parce qu'ils ont peut-être rendu compte que ça n'a pas fonctionné. Oui, ça a fonctionné. Et rendu là, ça leur appartenait. Là. Puis, au niveau de l'amélioration de produits, je pense que vous avez développé un nouveau revêtement avec un timing incroyable. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien, tu sais, tantôt, je parlais qu'il fallait être en avance, à essayer de voir les tendances. Bien, vous savez, là, on a eu une genre de pandémie à un moment donné, à quelque part. Là. Je ne sais pas si on s'en souvient de ça. Non. Mais mettons qu'il y aurait eu une pandémie. Dans le fond, on avait commencé, avant que les premiers cas arrivent au Canada, à regarder pour une peinture antibactérienne. Quand la pandémie a vraiment frappé, elle est arrivée à nos portes, là, on s'est dit, oh, OK, notre projet qu'on avait mis de l'avant, on va l'accélérer. Fait qu'en juin, on a réussi à sortir la peinture antibactérienne sur nos produits et on était la première entreprise mondiale à avoir de la peinture antibactérienne sur nos produits. Fait que, écoute, ça, pour moi, c'était wow, OK. C'est un beau succès. C'est un beau succès, là. Ça nous a permis aussi de dire à la clientèle, regardez, Jean-Beth, on est là, puis on va rester, puis on est là pour vous écouter puis entendre vos besoins. Là. Fait que là, il y avait un besoin de sécurité. La proximité avec le client, c'est quelque chose qui amène vraiment beaucoup là, de valeur dans les produits. Sébastien, selon toi, ce serait quoi les clés de succès quand on veut améliorer un produit? Écoute, il y en a quelques-unes. Là. Déjà, si on pense aux objectifs qu'on se donne, je pense qu'il faut se limiter le nombre d'objectifs. S'assurer qu'ils soient clairs, s'assurer qu'ils soient bien définis aussi, puis être en mesure de bien les prioriser. Puis tout ça, évidemment, c'est dans le but de faire les bons choix de conception. Ensuite de ça, ces objectifs-là découlent souvent des besoins clients. Donc, aller chercher ces besoins-là de la bonne façon. On parlait tantôt de Voice of Customer. D'aller consulter des experts comme le fait Jean-Beth, entre autres, là, pour leurs produits. C'est une super bonne idée. S'impliquer dans les salons, les forums, les différents événements qui sont en lien avec notre industrie pour voir venir un peu les prochaines tendances. C'est toutes des super bonnes façons d'y arriver. Puis un autre élément qui est important, je dirais, c'est de garder en tête et de comprendre l'historique de développement du produit, mais sans trop y être attaché. Je m'explique. En fait, les choix de conception ont été faits au travers les années sur un produit pour différentes raisons. En comprenant ces raisons-là, ça nous permet d'éviter de refaire certaines erreurs qui auraient pu être faites par le passé, mais surtout, ça nous permet de questionner ces choix-là, mais de les questionner en fonction des technologies qui sont disponibles aujourd'hui, en fonction des différentes capacités de production qu'il peut y avoir, puis même en fonction de l'évolution des besoins du client aussi, qui peuvent avoir changé considérablement au cours des années. Ça revient un petit peu au poteau carré, poteau rond, peut-être qu'au moment où les premiers jeux ont été conçus, c'était pas nécessairement facile ou faisable d'utiliser des poteaux ronds. Puis, avec le temps, la technologie a permis d'aller vers ce genre de conception-là. Ça pourrait faire partie là, des réflexions qui ont amené à ça. Oui, toujours être à l'affût de
qu'est-ce qui peut se faire aussi, puis pas avoir peur des fois quand il y a des changements qui arrivent dans votre industrie. Un bel exemple, c'est notre Je joue libre qu'on a fait chez Jean. Je joue libre. Je joue libre, oui. OK. Hein? C'est quoi rapidement? Bien, dans notre industrie, on a eu la tendance, qui est encore là, de jouer librement. Nos enfants ont de moins en moins l'opportunité d'être créatifs puis de réfléchir eux-mêmes à leur jeu. Donc, il y avait vraiment une tendance de dire, hey, on va mettre une roche, puis on va pouvoir s'amuser puis être créatif. Fait que nous, au lieu de dire, ouf, OK, qu'est-ce que ça va faire dans notre industrie? On a-tu une crainte il va y avoir moins une tendance d'acheter le bloc psychomoteur comme on connaît? On s'est dit, bien, nous autres, on va aller voir. On va aller voir qu'est-ce qui est. Fait qu'on s'est associé avec des universités, avec des chercheurs, avec des étudiants à la maîtrise. On est venu vraiment analyser comment les enfants jouent dans un parc, dans un enclos, où que même l'adulte n'avait pas le droit d'être présent. Donc, oui, quelqu'un pour s'assurer de la superviser, mais pas le papa et la maman, pour que l'enfant se sente libre puis oser être créatif. Fait que de là, une fois qu'on a fait cet exercice-là, bien, on a fait un produit qui est venu à ce moment-là amener l'enfant. Dans le fond, on a créé des poteaux avec des plastiques, des grosses bottes, puis ils vont créer eux-mêmes leur jeu. Ils vont le monter, le démonter, puis ils vont pouvoir le jouer plus librement. Donc, nous, on a foncé dans cette tendance au lieu de dire, ouf, OK, c'est épeurant, qu'est-ce qui va nous arriver? Là? Donc, vraiment d'adapter notre modèle d'affaires et nos produits au marché. Sébastien, tu voulais intervenir? Vous êtes très bien adapté à cette nouvelle tendance-là, puis vous avez une très belle façon aussi d'aller chercher ce besoin client-là. Oui, exactement. Marie-Noëlle, on a parlé d'innovation de gestion, on a parlé d'innovation de processus, on a parlé d'innovation de produits. Il y a un autre type d'innovation que j'aimerais qu'on aborde rapidement là, avant de pouvoir passer à la période de questions du public. Vous faites des produits sur mesure, sur commande. C'est pas facile de venir automatiser ce genre de produits-là. Comment on fait pour supporter une croissance agressive dans le contexte où on ne peut pas nécessairement toujours automatiser? Bien, encore une fois, je reviens beaucoup à l'appui, à être appuyé par notre main-d'œuvre, les travailleurs. Donc, c'est certain que s'il y a quelque chose qui passe moins bien dans l'usine, on va le savoir. On va s'assurer que si dans notre processus, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, que rapidement, on peut venir l'ajuster. On se met des délais. Des fois, on dit, excusez-moi l'expression, là, mais the show must go on. Mm-hmm. Donc, en ayant des objectifs, des KPI, qu'on dit, des indicateurs de performance. Ah oui, les KPI, oui, tout à fait. On dit, tu sais, on a un principe que j'ai, là, tout ce qui se mesure s'améliore. Donc, on va mesurer des choses. Puis oui, graduellement, si on peut amener de l'automatisation dans des sphères d'activité où on peut le faire, on va l'apporter là aussi. Là. Oh, Marie-Noëlle, tu viens de mentionner quelque chose d'excellence opérationnelle que j'aimerais ramener pour notre public. Tout ce qui se mesure s'améliore. Donc, si on veut s'améliorer, on doit avoir un moyen de mesurer l'avant et l'après. Ouais. Très important, Marie-Noëlle, ce que tu viens de mentionner. Là. Merci, là, je pense que c'est une clé pour beaucoup d'entrepreneurs. Sébastien, en terminant, avant de passer au prochain segment, Jean-Beth est une entreprise mature, je pense qu'on peut le dire, qui a su capitaliser sur son marché, sur la voix de ses clients, a des produits bien établis dans son milieu. Est-ce que toutes les entreprises peuvent améliorer leurs produits? Est-ce qu'une start-up peut améliorer son produit? Oui, effectivement, je pense que toutes les entreprises peuvent améliorer un produit, mais non seulement peuvent, mais ont intérêt à le faire pour pouvoir s'adapter au marché, aux besoins clients qui vont changer, évoluer avec le temps. Dans le cas de Jean-Beth, on parle de produits qui sont un peu plus matures. On va faire certaines améliorations, développer certains nouveaux produits pour adresser des besoins particuliers. Dans le cas d'une start-up, on en parlait un petit peu tantôt avec l'industrialisation. On a un produit, un prototype, on a démontré que ça fonctionne. Maintenant, on doit l'optimiser pour en diminuer les coûts de production, l'optimiser pour permettre sa production déjà à plus haut volume, donc en faisant l'industrialisation. Donc, c'est plutôt cette tangente-là que ça va prendre pour les startups de façon générale. Là. Donc, ça va vraiment dépendre des objectifs qu'on veut atteindre. Là. Donc, encore une fois, on ramène ça au plan stratégique, à nos objectifs stratégiques.
Merci à tous les deux pour le superbe échange. Encore plein de questions, mais je veux laisser de l'espace à notre public. J'espère que vous l'avez apprécié. Pour pouvoir vous laisser amplement de temps de poser des questions, on va parler rapidement de Grand V. Je vous rappelle que vous avez la plateforme qui est à droite de votre écran avec l'onglet « Poser une question ». On en aurait déjà reçu de très bonnes par le formulaire d'inscription. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Pour les autres, s'il y a des questions qui ont émergé pendant les échanges, je vous invite à utiliser la plateforme. Donc, depuis 1 an, on a l'initiative Grand V qui a été lancée par Investissement Québec, qui permet aux entreprises de capitaliser sur du financement flexible par Investissement Québec, ainsi que de l'accompagnement technologique offert par la vice-présidence Innovation. Et là, je vous rassure tout de suite, pas besoin de tout prendre en note ce qu'il y a sur cette diapo-là, pas besoin de vous fouler le nerf optique en essayant de tout lire. Vous pouvez avoir accès à toute l'information en cliquant sur le bouton, je crois, au bas de votre écran, qui s'appelle « Découvrir Grand V ». Donc, vous allez avoir toutes les conditions d'admissibilité pour l'initiative. Donc, du financement flexible couplé avec de l'accompagnement technologique pour vous supporter à réaliser vos projets. Et parmi ce type de projet-là, l'amélioration de produits, Sébastien peut faire partie de l'accompagnement technologique. Peux-tu nous parler, 140 caractères, Twitter style, de l'accompagnement à l'amélioration de produits? Tu parles le compteur? Oui. Parfait. Donc, l'amélioration de produits pour chez Investissement Québec, en fait, c'est pas compliqué. On vous aide à identifier, prioriser, explorer des opportunités d'amélioration pour vos produits, en valider la performance, avec comme objectif s'adapter à des nouveaux besoins clients, des nouveaux marchés, diminuer vos coûts de production, que ce soit pour diminuer le coût de vos produits, pour augmenter vos marges, adresser des enjeux de qualité que vous pourriez avoir pour vous aider à avoir des produits plus fiables aussi. Je pense que tu avais plus que 140 caractères, mais ça va être correct. Donc, Grand V, c'est pour qui? Ça va être pour des startups, ça va être pour des PME, ça va être pour la grande entreprise. Donc, à peu près l'ensemble des entreprises du Québec pourraient se qualifier pour Grand V pour implanter des projets d'innovation, faire de la recherche et développement ou de la commercialisation de technologies innovantes. Pour toute question qui vous concerne spécifiquement sur vos projets, n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant Investissement Québec ou avec un ou deux ici à l'écran, Sébastien ou moi, ça va nous faire plaisir de vous aiguiller dans l'écosystème d'Investissement Québec. J'en profite rapidement également pour vous parler des solutions d'Investissement Québec. Donc, rappelez-vous, vous avez des enjeux, on a des solutions, vous avez des objectifs, on a des leviers. Donc, l'important, c'est vraiment de communiquer avec votre ressource Investissement Québec, que ce soit pour du prêt ou de la garantie, de l'investissement en capital action. On est également mandataire de différents programmes gouvernementaux. Puis en accompagnement, on a une très belle offre, que ce soit pour du conseil d'affaires, transformation technologique. On a vu aussi dans les réponses Slido que la main-d'œuvre était des enjeux qui pouvaient vous préoccuper. On a une équipe stratégie main-d'œuvre et également, dans le contexte économique actuel, notre équipe exportation internationalisation pour vous aider à diversifier vos marchés. Je pense que ce seront de très belles ressources pour vous appuyer dans tous vos objectifs. On va être rendu à notre période de questions. Donc, on a déjà là, de très belles questions qui sont rentrées. D'entrée de jeu, Marie-Noëlle, je commence avec une question piège. Fais attention. OK? Tu me fais peur. Comment est-ce que Jean-Beth se distingue de la compétition par son modèle? On se distingue, oui, parce qu'on est propre à nous autres. Chaque entreprise est propre à elle-même. Comment qu'on se distingue? Bien, je pense que de réfléchir à notre produit, de mettre le produit en avant, mais aussi d'écouter l'humain. Donc, pour nous, on écoute, oui, nos travailleurs, parce qu'ils nous apportent des idées, ils mettent la main à la pâte pour amener vraiment une innovation à l'intérieur de l'entreprise. On écoute, quand je dis l'humain, c'est au sens très large, dans le fond, c'est aussi la clientèle en premier lieu. Si on n'avait pas de clientèle, on ne serait pas là. Donc, vraiment, écouter les besoins de nos clients, les besoins de nos gens à l'interne. Donc, l'humain, j'ai envie de dire. Excellent. Mais on le sent aussi dans toutes les réponses que tu as amenées. C'est très précieux chez Jean-Beth. Puis là, on a beaucoup de questions sur le changement, la gestion du changement. Je pense que le thème de l'innovation de gestion a été un thème qui a beaucoup parlé à nos spectateurs. Donc, comment est-ce que vous faites pour faire face aux réticences de changement? Comment vous faites adopter le changement chez Jean-Beth?
La question me fait un peu rire parce que, il y a quelques années, on s'est dit, pour aimer le changement, il faut être perpétuellement dans le changement. Fait que chez Jean-Bett, on force, on s'améliore, on change, on va des fois même provoquer le changement parce que faut que nos humains à l'intérieur de l'entreprise aiment le changement. Naturellement, les principes de changement, c'est de travailler avec les personnes, de les impliquer dans les prises de décision. Quand tu partages avec eux, bien, eux autres, ils vont faire partie de la solution. Donc, ça va être plus facile pour eux autres, après ça, d'accepter le changement parce qu'ils vont voir que le changement est nécessaire. Puis je pense que les entreprises n'ont pas le choix d'amener une rotation, des changements dans l'entreprise, justement pour habituer leurs équipes à prendre les devants puis dire « go, il faut qu'on change parce que sinon, bien, on va se faire dépasser ». Puis il faut rester à l'affût de dire « OK, la personne, le compétiteur, la compétition qui est à côté est meilleure que moi. Donc, il faut que je devienne meilleur, plus rapide, avancé. » Si tu ne t'améliores pas, tu régresses. Exactement. Puis, comme on dit, pas de changement, pas d'agrément aussi, on n'oublie pas. Vous innovez beaucoup l'innovation de gestion, l'autonomisation des employés. Comment est-ce que ça se traduit en gain de productivité, ça? Excuse-moi, repose-moi la question comme il faut, là. Excusez. L'automatisation en gain de... L'autonomisation. Vous autonomisez beaucoup vos employés. L'innovation de gestion, vos employés sont très responsables de leurs tâches. Comment ça se traduit en gain de productivité? Bien, dans le fond, les gens, quand on leur fait confiance, bien, ils vont mettre la main à la pâte. Donc, au niveau de la productivité, comme je vous dis, chez Jean-Bett, le fait que les gens, ils peuvent, dans leur carré de sable, venir travailler leur processus, il y a énormément de petits projets qui se passent à l'intérieur de l'entreprise qu'on ne sait même pas qu'ils se font, puis du jour au lendemain, on apparaît qu'il y a quelque chose qui vient d'être amélioré. Ils ont décidé d'implanter quelque chose de nouveau dans notre système intégré. Donc, il y a une vitesse énorme à ce moment-là au niveau que les gens sont autonomes puis qu'ils avancent de leur côté. Là. Ce que j'entends, Marie-Noëlle, puis je trouve ça vraiment très précieux, ce que tu dis, c'est que l'innovation, c'est pas toujours une technologie de rupture ou quelque chose là, qui va révolutionner le monde. Ça peut être des petits gains qu'on va faire, des petits changements qui vont amener des gains de productivité quand même significatifs sur le terrain. J'ai envie de dire que là, en 2010 versus aujourd'hui, on avait 100 employés en 2010. On a encore 100 employés aujourd'hui, mais on a un chiffre d'affaires qui a doublé. Ah, quand même! Donc, à quelque part, je me dis qu'il y a quelque chose qui doit marcher. Donc, on n'est pas obligé de faire des grands investissements, des grands chantiers, juste des petites actions du quotidien. Des fois, ça fait des grands... Plein de petits... Petit train va loin. C'est ça. On a une question qui est peut-être un petit peu plus terrain, un petit peu plus concrète. Quelle a été l'évolution dans le temps avec la qualité des matériaux puis le type de matériaux qu'on utilisait là, depuis la naissance de Jean-Bett? Mais dans le fond, au départ, Jean-Bett était en bois. Donc, il y a eu vraiment une évolution au niveau du produit. Il y a eu tantôt, on a parlé beaucoup de la phase du changement du poteau rond du poteau carré au poteau rond, mais il y a eu aussi la phase du changement du bois. Donc, du jour au lendemain, il y avait du bois traité qui est devenu au niveau de la santé. On devait délaisser le bois traité. Puis nous, on a vraiment décidé... Puis l'industrie est partie vraiment dans tout ce qui était acier, aluminium, plastique. Donc, il y a eu une autre transition. Ça, c'était avant que j'arrive dans l'entreprise, là, que cette transition-là avait été faite à ce moment-là. Mais il y avait quand même encore beaucoup de produits là, qui étaient en bois. Puis graduellement, là, le changement s'est fait là. Excellent. On a une question aussi qui est vraiment intéressante. Quelle initiative d'innovation chez Jean-Bett a eu le plus grand impact stratégique ou opérationnel? Et quels ont été les facteurs clés de son succès? Là, il y a quand même beaucoup d'innovation chez Jean-Bett. On va laisser une petite seconde à Marie-Noëlle pour le saisir. Bien, c'est difficile parce qu'il y en a partout. Puis dans chaque sphère de l'entreprise, il pourrait avoir un moment charnière. On n'a pas parlé, là, mais à un moment donné, justement, on parlait d'amélioration continue.
c'est sûr que la sphère du produit avec Potoron, Potocorin, on en a parlé beaucoup, mais un moment donné, au début de l'entreprise, mon associé a découvert l'amélioration continue. A découvert c'était quoi l'amélioration continue, puis il a dit pourquoi je ne l'ai pas su avant. Pourquoi là, un organisme comme Investissement Québec vienne de m'apprendre c'est quoi l'amélioration continue, puis ça l'a révolutionné justement tout le processus de production. On a formé nos employés à comprendre comment faire de l'amélioration continue. Ça, c'était un gros changement à l'intérieur, une phase aussi à l'intérieur de l'entreprise. Mais ça, on remonte vraiment très longtemps, mais fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens, on est en amélioration continue. Fait que d'emblée, cette réflexion-là, cette innovation-là, d'avoir un processus de réflexion sur comment on améliore notre quotidien. Je me permets de faire une synthèse de ce que tu as dit parce que je pense que ça va répondre à beaucoup de questions qu'on a reçues. Donc, l'implantation d'une culture d'amélioration continue, ma compréhension, c'est que ça a supporté l'ensemble des autres innovations. Oui. C'est un beau résumé. C'est bon, hein? Oui, pas mal plus concis que moi. C'est ça la clé. Marie-Noëlle vient de vous dire la clé du succès. Implanter une culture d'amélioration continue, toutes les autres innovations vont suivre naturellement. On va y aller avec une question sur des technologies de rupture davantage. Comment est-ce que Jean Bett envisage d'intégrer l'intelligence artificielle dans ses processus d'affaires? Oui. Bien, dans le fond, chez Jean Bett, l'intelligence artificielle, elle fait partie de notre quotidien maintenant. Hein? On fait juste penser à Copilote qu'on peut avoir, ChatGPT. Les employés l'utilisent. Si vous pensez que vos employés ne l'utilisent pas, tout le monde l'utilise là, présentement. Mais si on parle vraiment d'un projet d'implantation, on va y aller, nous autres, avec... on va commencer par des projets qui sont déjà peut-être un peu implantés dans certaines entreprises aussi. On parle de la facturation, quelque chose de simple, mais en même temps, on y réfléchit beaucoup, voire à l'avance. Il y a plein de petits projets présentement qu'on pense puis qu'on va vouloir lancer éventuellement, mais on regarde et on va y aller graduellement. Comme je te dis, il y a déjà des projets présentement là, qui sont en train de se placer. Donc, on n'est pas des early adopters, on n'est pas les premiers à sauter sur une nouvelle technologie. On regarde si elle fait ses preuves, disons, puis après ça, on commence à tenter le terrain sur nos objectifs à nous. Oui, pour certaines choses, mais si on y va dans l'intelligence, dans un processus qu'on serait seulement Jean Bett, bien là, on n'aura pas le choix de concevoir exactement pour nous. On est en train aussi de regarder s'il y a des choses qui peuvent être faites de ce côté-là. Là. Fait qu'il il y a toutes sortes de choses. Hein? C'est large, je pense, le monde de l'IA. Oui, donc, oui. Autant dans le marketing, on le regarde beaucoup. Comme je dis, dans notre quotidien, on l'utilise. Au niveau de la comptabilité, les processus dans l'usine, c'est très, très, très large. On a une bonne équipe de TI, de personnes qui travaillent au niveau de changer. Parce que souvent, maintenant, quand on veut changer un processus, ça passe par l'informatique. Bien oui. Tout est informatisé. Donc, on a une très bonne équipe là aussi là, qui va venir, qui vient appuyer puis qui travaille au quotidien à nous aider. Des fois, les gens trouvent qu'on a beaucoup de gens à l'intérieur de l'entreprise qui sont plus dans les bureaux que dans l'usine, mais c'est pour appuyer tout ce changement-là puis toutes ces initiatives-là, l'innovation de ce côté-là. Là. Tu as raison, Marie-Noëlle. L'intelligence artificielle, c'est très large. Ça touche à beaucoup, beaucoup de secteurs d'activité d'une entreprise. D'ailleurs, chez Investissement Québec, on a développé un service pour identifier des opportunités qui peuvent être porteuses pour l'intelligence artificielle. Et au Québec, on est chanceux. On a un très grand écosystème qui peut vous supporter à les implanter, ces solutions-là, ces opportunités-là. Donc, profitez-en. Ah, je vais sûrement aller vous voir. Hein? Bien, je t'invite. Tu as mon numéro. Blague à part, en terminant, Marie-Noëlle, ce serait quoi le conseil que tu aurais pour les entreprises, pour les inciter à gagner en productivité par faire des projets dans ce sens-là? Peut-être pour convertir nos gens qui n'avaient pas de projet encore pour les prochaines années. Ne voyez pas ça trop gros. Souvent, on peut avoir... je voyais les statistiques du début là, de la rencontre. Il y en a plusieurs que oui, dans un an, ou il y en a qui disaient que pas pour l'instant, ils n'ont pas de projet. Mais des projets, si vous regardez dans votre entreprise, vous allez en voir. Probablement qu'il y a des employés qui sont en train d'en faire. Fait que c'est juste de l'appuyer, de faire confiance à nos gens. Ça, c'est hyper important. Il faut faire confiance. Nos gens, il faut les motiver. Puis, s'ils sont motivés, bien, ça va aller de soi, là, dans le fond, que les projets vont se faire. Puis, on n'a pas besoin d'investir énormément. Il
faut donner un peu de temps à nos gens pour qu'ils se permettent de le faire, mais le gain, on leur gagne tout de suite, là. Merci beaucoup, Marie-Noëlle, pour ce témoignage-là. Merci. Super intéressant. Très belle entreprise. Bravo. Il est maintenant 9h16. Donc, on vous avait promis maximum 9h30. Vous pourriez aller vaquer à vos occupations, fabriquer les billettes d'aluminium, les cartons de jus. Très important, ça ne se fera pas tout seul. Avant de conclure, j'aimerais ça qu'on revienne sur quelques éléments clés qui ont été mentionnés. L'innovation, ce n'est pas nécessairement toujours des grands chantiers. Les petits pas comptent autant que les grands. Toutes les entreprises peuvent avoir des raisons d'améliorer leurs produits. Il suffit juste de rattacher ça à notre plan stratégique et de faire confiance à nos gens va nous amener beaucoup plus loin. Je vous invite à communiquer avec vos représentants Investissement Québec si vous avez des questions, des commentaires, besoin de soutien pour réaliser vos projets. Et entre-temps, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir été là. Mon nom est Audrey Bonin et on se revoit pour la prochaine classe de maître.